Je m'appelle Avery Bennett, et j'avais 26 ans lorsque j'ai finalement compris que certaines familles ne se brisent pas en un seul grand moment bruyant. Elles se fissurent lentement, silencieusement, au fil des années, jusqu'à ce qu'une phrase tombe assez fort pour tout fendre. Mon dîner d'anniversaire semblait normal de l'extérieur, un gâteau de supermarché, quelques bougies, des assiettes bon marché sur la même table de salle à manger où nous avions fait semblant d'aller bien pendant des années. Je me souviens m'être penché en avant, prêt à souffler les bougies, quand mon père a bu son verre d'un trait, m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'il aurait dû s'arrêter à un enfant. Ma sœur a fait ce petit son désagréable dans son verre comme si elle ne pouvait s'empêcher de trouver cela amusant. Ma mère a baissé les yeux et n'a rien dit. Et moi? J'ai souri. J'ai effectivement souri. Puis j'ai fait un vœu qui n'avait rien à voir avec le bonheur et j'ai soufflé les bougies tandis que tout le monde applaudissait comme si personne n'avait prononcé la partie la plus intime à voix haute. C'était la chose la plus étrange. Pas la cruauté, pas même le silence. C'était la façon dont ils agissaient tous normalement après cela, comme si je devais l'avaler et passer le gâteau. Je suis monté à l'étage cette nuit-là et je suis resté éveillé, fixant le plafond, entendant les mêmes mots en boucle jusqu'à ce que quelque chose en moi devienne froid. À 6 heures le lendemain matin, chaque dollar que j'avais était dans un tout nouveau compte bancaire. Au déjeuner, j'avais signé un bail dans une autre partie de la ville. Le soir, j'avais un nouveau numéro de téléphone et un plan. Pendant 3 jours, j'ai déménagé ma vie pièce par pièce pendant qu'ils continuaient la leur comme si je serais toujours là. Puis ils ont finalement remarqué. Et à ce moment-là, j'étais déjà parti. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque mon téléphone a commencé à exploser et que la première personne m'a retrouvé, dites-moi ceci, si votre propre père disait que vous n'auriez jamais dû exister, resteriez-vous et expliqueriez-vous votre douleur? Ou partiriez-vous et laisseriez-vous votre silence tout dire pour vous? Je ne suis pas parti en un coup dramatique avec des valises empilées devant la porte et des larmes coulant sur mon visage. Cela leur aurait donné une scène, et les scènes étaient pour les gens qui croyaient encore qu'être entendu pouvait changer quoi que ce soit. Je suis parti de la même manière que j'avais vécu dans cette maison pendant des années, tranquillement, efficacement, en me rendant utile pendant que personne ne regardait de trop près. Mon appartement était à Deep Ellum, 28 minutes de chez mes parents si la circulation était clémente. Assez proche pour réapprendre la ville et assez loin pour que personne ne passe par hasard et ne repère ma voiture. Le loyer était cher pour ce que c'était, un loft aménagé au-dessus d'un café avec de vieux parquets en bois et une cuisine si petite que je pouvais toucher les 2 comptoirs en même temps. Mais la seconde où je suis entré, cela a ressemblé à de l'oxygène. Le propriétaire a fait glisser les clés sur le bureau et m'a demandé si je voulais de l'aide pour transporter les cartons plus tard. Je lui ai dit que je me débrouillerais. Je l'ai toujours fait. De retour chez mes parents, j'ai commencé par les choses que je savais être à moi d'une manière que personne ne pouvait contester, des vêtements, des carnets de croquis, des disques durs, la vieille courte pointe que ma grand-mère m'avait laissée. La tasse en céramique avec une anse ébréchée que j'utilisais tous les matins avant que quiconque ne se réveille. Puis j'ai pris les choses qui importaient plus qu'elles ne semblaient importer, les dossiers fiscaux que j'organisais toujours pour ma mère, le carnet de connexion avec chaque mot de passe du ménage écrit de ma main. Le disque de sauvegarde avec les feuilles de calcul budgétaire sur lesquelles mon père comptait même s'il n'a jamais admis en avoir besoin. Et les modèles de présentation que Madison m'avait supplié de réparer plus de fois que je ne pouvais compter avant qu'elle n'entre en réunion en agissant comme si le génie lui venait naturellement. Je n'ai rien volé. J'ai seulement cessé de leur laisser des morceaux de moi à utiliser. Pendant 3 jours, j'ai fait des allers-retours pendant que tout le monde était sorti. Une voiture pleine avant le déjeuner, une autre avant le dîner. Personne n'a remarqué mon placard se vider. Personne n'a remarqué mon bureau se vider. Personne n'a remarqué que la fille qu'il prétendait ne pas vouloir était aussi la personne qui se souvenait des dates limites, suivait les formulaires, réinitialisait les routeurs, repérait les erreurs de facturation et empêchait toute la maison de s'écrouler tranquillement. La seule personne à qui j'en ai parlé était mon cousin Cole à Denver. Il a répondu à la 2e sonnerie, m'a écouté respirer pendant quelques secondes et a dit « Tu l'as finalement fait, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que oui. Il n'a pas demandé si j'exagérais. Il ne m'a pas dit d'être la personne la plus grande. Il a juste demandé si j'étais en sécurité et si j'avais besoin d'argent, puis il m'a dit qu'il était fier de moi d'une voix si stable que cela m'a presque fait pleurer. La 4e nuit, j'ai dormi dans le nouvel appartement sur un matelas gonflable avec 2 fourchettes, une lampe et un sac de plats à emporter sur le sol. C'était le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des années. L'après-midi suivante,
mon ancien téléphone a commencé à s'allumer. D'abord, ma mère. Puis Madison. Puis mon père. Puis les trois à nouveau. Le soir, il y avait des messages vocaux, des SMS, des appels manqués et un message de Madison qui disait simplement « Où es-tu » À ce moment-là, j'avais déjà transféré le numéro et éteint l'ancien téléphone pour de bon. Cole a appelé plus tard et m'a raconté la partie que je ne pouvais pas voir. Ma mère était entrée dans ma chambre à la recherche d'un document scolaire qu'elle pensait que j'aurais pu scanner pour elle et avait trouvé des tiroirs à moitié vides. Mon père a vérifié le garage et a vu des cartons disparus. Madison a réalisé que ces modèles de travail enregistrés ne s'ouvriraient pas sans l'accès que j'avais configuré. Pour la première fois de ma vie, ils ont été forcés de remarquer la forme de ce que j'avais fait pour eux depuis le début. Ils paniquaient, a dit Cole. Bien, lui ai-je dit. Et je le pensais, car disparaître n'a jamais été tout le plan. C'était seulement la première fois que je leur laissais ressentir ce que mon absence coûtait réellement. Une semaine après mon départ, la panique dans ma famille s'est transformée en quelque chose de plus aigu. Il ne s'agissait plus seulement de savoir où j'étais parti. Il s'agissait de ce que j'avais emporté avec moi sans jamais l'avoir voulu. Ma mère ne trouvait pas la moitié des informations de compte qu'elle utilisait pour les inscriptions scolaires. Mon père a manqué un paiement sur un plan de service public parce qu'il ne s'était jamais donné la peine d'apprendre d'où venaient les rappels. Madison a appelé Cole 2 fois pour essayer de me joindre, et quand il a refusé, elle lui a laissé un message vocal disant que cela était allé trop loin, ce qui était drôle. Étant donné que personne dans cette maison n'avait pensé que les mots de mon père étaient allés trop loin lorsqu'ils m'étaient destinés. J'aurais peut-être continué à les ignorer tous plus longtemps si la vie ne m'avait pas offert quelque chose de presque trop parfait pour être scénarisé. Pendant les 4 dernières années, j'avais bâti une entreprise discrète en parallèle sous le nom de North Rowan Studio. Cela avait commencé modestement, quelques audits d'accessibilité, des travaux de refonte de produits pour des startups qui avaient besoin de meilleurs parcours utilisateurs et de systèmes de conception plus clairs. Puis un projet a mené à un autre, et avant longtemps, j'avais des clients avec de vrais budgets, de vraies échéances et le genre de respect que je n'avais jamais reçu à ma propre table de dîner. Personne dans ma famille ne le savait. Ils n'avaient jamais posé assez de questions pour le découvrir. Madison travaillait dans une agence de stratégie au centre-ville de Dallas, le genre d'endroit qui aimait le langage brillant, les présentations soignées et les erreurs coûteuses. Quelques jours après mon déménagement, j'ai reçu un courriel de leur équipe de direction me demandant si North Rowan Studio pouvait se joindre à un projet de sauvetage urgent. L'un de leurs plus grands clients menaçait de retirer un contrat après qu'une évaluation interne ait révélé de graves défaillances d'accessibilité dans un lancement de produit. Ils avaient besoin de quelqu'un rapidement, et apparemment, mon nom avait été mentionné par 2 références distinctes. Je suis resté assise à fixer l'écran pendant 1 minute entière avant de rire à haute voix dans ma petite cuisine. Bien sûr, c'était l'agence de Madison. Bien sûr, la première grande porte qui s'est ouverte après que j'ai quitté la maison menait directement à la personne qui m'avait toujours ignoré comme si j'étais un bruit de fond. J'ai accepté la réunion avant de pouvoir me rétracter. Le jeudi matin, j'ai enfilé un blazer bleu marine, j'ai attaché mes cheveux en arrière, j'ai emballé mon ordinateur portable et j'ai conduit jusqu'au centre-ville avec mon pouls régulier et mon esprit complètement clair. Je n'y allais pas en tant que la sœur cadette que personne ne respectait. J'y allais en tant que la consultante dont ils avaient besoin. La réceptionniste m'a conduite dans une salle de conférence vitrée surplombant la ville. 5 personnes étaient déjà à l'intérieur. Madison était l'une d'entre elles. Elle a levé les yeux quand je suis entré, puis a fait un double regard si fort que cela a presque semblé douloureux. Pendant 1 seconde, elle m'a juste fixé, comme si son cerveau ne pouvait pas faire correspondre l'image à la personne qu'elle pensait connaître. Les autres se sont levés, se sont présentés, m'ont serré la main. Madison est restée figée jusqu'à ce que son patron lui demande si quelque chose n'allait pas. Elle a dégluti et a dit, un peu trop vite, non, je ne savais pas qu'Avery était avec North Rowan. C'était cela. Pas de déguisement, pas de fausse identité. Juste le simple choc de voir que la fille dont elle s'était moquée 1 semaine plus tôt était maintenant celle qui venait évaluer si son agence pouvait sauver une relation client à 7 chiffres. J'ai pris place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé. Pendant l'heure suivante, j'ai fait exactement ce pourquoi ils m'avaient engagé. Je leur ai montré où le produit échouait. Je leur ai montré combien de risques ils avaient ignorés. J'ai présenté un plan de récupération avec des échéanciers,
des priorités de conception et une correction d'accessibilité progressive qui pourrait empêcher le client de partir. Personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a parlé par-dessus. Madison a à peine parlé du tout. 2 fois, je l'ai surprise à me regarder avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de l'irritation. C'était la lente et douloureuse réalisation qu'elle m'avait complètement mal jugée pendant des années. Lorsque la réunion s'est terminée, son patron a dit qu'il voulait aller de l'avant avec North Rowan immédiatement. Les autres sont sortis un par un, me remerciant, me serrant la main à nouveau, utilisant déjà mes recommandations comme si elles avaient toujours fait partie de la salle. Madison a attendu que la porte se referme derrière la dernière personne, puis s'est tournée vers moi, le visage décoloré. « Avery, a-t-elle dit, j'ai besoin de te parler. » J'ai glissé mon ordinateur portable dans mon sac et je me suis levé. « Tu as eu des années pour faire cela, ai-je dit. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. « Maman est un désastre. Papa a à peine dormi. Personne ne sait comment réparer cela. » Je l'ai regardée pendant une seconde, assez calme pour la rendre plus nerveuse. « C'est peut-être parce que ce n'était jamais à moi de réparer cela, ai-je dit. » Puis je suis passé devant elle et suis sorti dans le couloir, la laissant dans le même silence qu'elle m'avait aidé à construire toute ma vie. Cette fois, cela lui appartenait. Madison m'a envoyé un SMS cette nuit-là pour la première fois depuis un numéro que je n'avais pas bloqué. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a commencé par l'urgence, ce qui m'a dit qu'elle n'avait pas encore entièrement appris la leçon. Elle a dit que l'agence avait ouvert un examen interne parce qu'elle n'avait jamais divulgué que North Rowan était la propriété de sa sœur. Elle a dit que la direction voulait savoir si elle avait déjà utilisé une aide extérieure pour le travail client sans le signaler. Elle a dit que des gens posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre clairement. Puis, après tout cela, elle a finalement écrit la seule phrase honnête de tout le message, « Je ne savais pas que tu faisais tout cela. » J'ai fixé l'écran pendant longtemps avant de poser le téléphone sur mon comptoir. C'était tout le propos. Elle ne savait pas parce qu'aucun d'eux n'avait assez tenu à savoir. 2 jours plus tard, Cole a appelé et m'a raconté ce qui se passait à la maison. Madison avait perdu sa chance d'obtenir une promotion sur laquelle elle comptait depuis des mois. Son patron l'avait retiré de 2 comptes clés jusqu'à la fin de l'examen. Ma mère avait cessé de faire semblant que tout allait se calmer tout seul. Elle pleurait au travail, oubliait des choses, s'énervait contre les gens, puis s'en excusait. Mon père était arrivé en retard 2 fois en une semaine et avait failli en venir aux mains avec un superviseur après que quelqu'un ait demandé si tout allait bien à la maison. J'ai écouté sans dire grand-chose. Je ne célébrais pas exactement. Mais pour la première fois de ma vie, les dommages ne retombaient plus seulement sur moi. Samedi matin, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère debout là, les 2 mains serrant un plat à gratin en verre comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses cheveux étaient mal tirés en arrière, comme si elle l'avait fait dans la voiture. Elle semblait plus vieille qu'1 mois auparavant. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté tout de suite. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé. Elle a dégluti et a dit que Madison avait suivi l'une des factures liées à ton enregistrement d'entreprise et m'avait donné le quartier, mais pas l'unité. J'ai demandé aux habitants de l'immeuble jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse ton nom. Il y avait quelque chose d'humiliant dans la façon dont elle l'a admis, et pour une fois, elle n'a pas essayé de protéger sa fierté. Je l'ai laissée entrer. Elle est entrée lentement, observant le loft, la brique apparente, la table à dessin près de la fenêtre, la pile de livres sur le sol en attente d'étagères que je n'avais pas encore achetées. C'était la première fois qu'un membre de ma famille entrait dans un espace qui était entièrement le mien. Elle a posé le gratin sur le comptoir et s'est tournée vers moi, les yeux humides. « J'ai fait le poulet au four de ta grand-mère » a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas quoi d'autre apporter. Je me suis appuyé sur le comptoir d'en face et j'ai attendu. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, mais cette fois je pouvais voir ce qu'elle voyait réellement. Non pas l'appartement, mais la preuve, ma vie. Une rangée nette de livres de design, des certificats encadrés que je n'avais jamais accrochés dans mon ancienne chambre parce que personne là-bas ne les aurait regardés 2 fois. Un tableau blanc couvert de dates limites et de notes de clients. 2 prix de concours de produits régionaux. L'installation de moniteurs que j'avais payé moi-même. L'ordre tranquille d'une femme qui avait bâti tout un avenir dans l'angle mort de sa propre famille. Elle a touché le bord d'un cadre avec ses doigts.
Tu as gagné cela l'année dernière, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle a relu la plaque comme si les mots la puniraient plus fort la deuxième fois. Pourquoi n'étais-je au courant de rien de tout cela? J'ai poussé un petit rire qui ne ressemblait pas à un rire. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, papa le rejetait, Madison redirigeait la conversation et toi tu changeais de sujet avant que cela ne devienne inconfortable. Son visage s'est replié sur lui-même. Avery, je sais que je t'ai déçu. Le problème était que j'avais imaginé entendre ces mots pendant des années. Et maintenant qu'ils étaient enfin devant moi, ils n'apportaient pas le soulagement que je pensais. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un mince dossier que je n'avais pas prévu de montrer à qui que ce soit. Si tu veux savoir ce que tu as manqué, regarde, ai-je dit. Elle l'a pris avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats, des courriels de récompense, des factures et des captures d'écran d'anciens messages de Madison me demandant de nettoyer des présentations de vente à la dernière minute. Il y avait des rappels de calendrier pour des formulaires que j'avais déposés pour son bureau d'école lorsqu'elle était débordée. Il y avait des feuilles de calcul que j'avais créées pour la planification budgétaire de mon père parce qu'il ne se souvenait jamais des dates ou des mots de passe. Il y avait des années de preuves que je n'avais pas été absente de cette famille. J'avais été utile. C'était différent. Ma mère s'est assise à la petite table de cuisine et a commencé à pleurer d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas fort, pas dramatique, juste le son de quelqu'un qui entend enfin la vérité dans une pièce où personne ne pouvait la sauver de cela. J'ai continué à choisir la paix dans cette maison plutôt que la paix pour toi, a-t-elle dit. Je me suis dit que rester silencieuse maintenait la famille unie, mais tout ce que j'ai réellement fait, c'est te faire supporter le coup de cela. Cette phrase a frappé plus fort que les larmes parce qu'elle était vraie. Elle ne m'avait pas manqué par accident. Elle m'avait manqué par habitude. Et papa, ai-je demandé. Elle a essuyé son visage et a essayé de stabiliser sa voix. Il a été renvoyé chez lui en congé après s'être énervé contre un manager et avoir manqué un contrôle de conformité. Il dit qu'il va bien, mais il ne va pas bien. Madison se voit offrir un transfert à Phoenix si elle veut recommencer ailleurs une fois l'examen terminé. Tout s'effondre. Je l'ai regardé et j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais été autorisé à dire dans cette maison sans être traité de cruel. Non. Cela se révèle enfin. Elle a fermé les yeux comme si cela faisait mal parce que c'était également vrai. Quand elle s'est levée pour partir, elle ne m'a pas demandé de rentrer à la maison. Elle ne m'a pas dit que ton père t'aimait même s'il avait une mauvaise façon de le montrer. Elle a seulement dit, je ne demande pas pardon aujourd'hui. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir sur ce que nous t'avons fait. Après son départ, je suis resté seul dans l'appartement avec le gratin refroidissant sur le comptoir et le silence qui reprenait ses droits. Pour la première fois, cela ne semblait pas vide. Cela semblait mérité. Et quelque part de l'autre côté de la ville, la famille qui avait passé des années à me faire sentir invisible était enfin forcée de regarder directement la forme de ce qu'ils avaient fait. Mon père est venu à mon appartement 4 jours plus tard, et pour la première fois de ma vie, il n'est pas arrivé comme un homme qui s'attendait à ce que la porte s'ouvre parce que c'était lui qui se tenait dehors. Il se tenait dans le couloir, les épaules rentrées, une main dans la poche de sa veste, l'autre tenant une simple enveloppe blanche qui semblait trop petite pour contenir ce qu'il avait finalement traîné à travers la ville. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait toujours été le genre d'homme qui remplissait une pièce avant même de parler, rire fort, pas lourd, opinions qui tombaient comme des ordres. Mais l'homme devant ma porte semblait plus petit d'une certaine manière, comme si quelque chose d'essentiel s'était vidé de lui et n'avait laissé que la forme. J'ai ouvert la porte à moitié et j'ai attendu. Il n'a pas essayé d'entrer. Il n'a même pas demandé. Avery, a-t-il dit, et sa voix sonnait rauque, comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée, sauf pour le regret. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de ton temps, mais j'ai besoin de 5 minutes. J'aurais dû le laisser là à les gaspiller. J'aurais dû lui dire que 5 minutes, c'était plus de pitié qu'il ne m'en avait montré le jour de mon anniversaire. Au lieu de cela, j'ai croisé les bras et j'ai dit, alors parle. Il a hoché la tête une fois comme s'il comprenait que même cela était plus que ce qu'il méritait. Je suis sobre depuis 18 jours, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. J'ai également consulté un thérapeute, 2 fois par semaine, et un groupe les jeudis. Il a dégluti difficilement avant de me regarder dans les yeux. Il a pris une inspiration comme si chaque mot suivant lui faisait mal.
Ce que je t'ai dit à cette table n'était pas une blague. C'est la première vérité que je te dois. Je l'ai dit comme une blague parce que je voulais te blesser sans avoir l'air du méchant. Ma gorge s'est serrée, mais je ne l'ai pas aidé. Il a continué. Le pire, c'est que ce n'est pas sorti de nulle part. J'y ai pensé avant de le dire. Peut-être pas avec ces mots exacts avant cette nuit-là. Mais j'avais passé des années à te mesurer à ta sœur et à décider que tu étais en deçà parce que tu n'étais pas bruyante. Pas facile à exhiber. Pas le genre de fille qui me faisait me sentir impressionnant devant les autres. Il a regardé l'enveloppe dans sa main, puis m'a regardé de nouveau. Le thérapeute m'a demandé pourquoi j'avais besoin qu'un enfant me reflète bien et que l'autre prenne tranquillement ce qui restait. Je n'ai pas eu de réponse qui ne me fasse pas ressembler exactement à l'homme que j'avais juré de ne jamais devenir, mon père. Cela m'a arrêté plus que je ne l'aurais voulu. Il n'avait jamais parlé de son propre père, sauf par petits morceaux rudes, assez pour que tout le monde sache que l'homme avait été dur, méchant et impossible à satisfaire. J'ai utilisé cette histoire pour excuser trop de choses pendant trop longtemps. Mon père a dû voir quelque chose changer sur mon visage car il a parlé plus prudemment après cela. Je ne te dis pas cela pour que tu aies pitié de moi, a-t-il dit. Je te le dis parce que j'ai besoin que tu m'entendes le dire clairement. Tu n'as jamais été le problème. C'était moi. Je ne te comprenais pas, alors je t'ai réduite. Je ne savais pas comment me connecter avec toi, alors j'ai agi comme si c'était toi qui rendais les choses difficiles. Et quand ta sœur a cherché l'approbation de la manière dont je lui avais appris à le faire, je l'ai récompensée pour cela et j'ai appelé cela de la justice. Ce n'était pas de la justice. C'était un échec. Il m'a tendu l'enveloppe, mais je ne l'ai pas prise tout de suite. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Une lettre, a-t-il dit. Tout ce que j'aurais dû dire il y a des années et tout ce que je n'ai pas le droit d'attendre que tu lises. De plus, il y a un reçu à l'intérieur. J'ai froncé les sourcils et l'ai finalement prise de sa main. Il a esquissé un sourire sec et sans humour. J'ai vendu le bateau de pêche. Je l'ai juste fixé. Il avait aimé cette chose plus ouvertement qu'il n'avait jamais aimé la plupart des gens. J'ai utilisé l'argent pour financer une petite bourse d'études par l'intermédiaire de l'organisme sans but lucratif d'art communautaire auquel ta grand-mère faisait des dons, a-t-il dit. C'est en son nom pour les jeunes designers qui n'ont pas les moyens de se payer la formation ou les logiciels dont ils ont besoin. Je sais que l'argent ne répare pas cela. Je sais que les gestes n'effacent pas les années. Mais je voulais faire une chose qui ne soit pas pour me sentir mieux. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai posé la question qui importait. Pourquoi maintenant? Son visage s'est fissuré de la manière la plus triste. Parce que quand tu es parti, la maison est devenue assez silencieuse pour que j'entende ce que j'avais fait. Pas seulement cette nuit-là. Tout cela. La façon dont tu as cessé de nous raconter des choses. La façon dont tu t'es rendu plus petite autour de nous. La façon dont le reste d'entre nous traitait ton silence comme la preuve que tu n'avais rien digne d'être entendu. Il a dégluti et a continué. Ta mère m'a fait regarder le dossier que tu lui avais montré. Les contrats. Les récompenses. Les messages de Madison demandant ton aide. Je suis resté assis là à fixer des pages de ta vie et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui était ma fille. Non pas parce que tu te cachais de moi. Mais parce que je n'ai jamais regardé. J'ai senti la colère monter en moi alors, chaude et pure. Bien, ai-je dit. Tu devrais avoir à vivre avec cela. Il a hoché la tête immédiatement. Oui. Chaque jour. Alors laisse-moi t'épargner un peu de confusion, ai-je dit. Une seule excuse ne reconstruit rien. Une lettre ne reconstruit rien. Une bourse d'études ne reconstruit rien. Tu n'as pas le droit de venir ici, de pleurer, de te dire un mauvais père et d'attendre que l'honnêteté seule t'achète une seconde chance. Sa mâchoire s'est contractée, mais pas de colère, d'acceptation. Je sais. Alors écoute-moi clairement, ai-je dit. Tu ne te présentes plus sans prévenir. Tu n'utilises pas maman ou Madison pour me joindre. Tu ne transformes pas ta culpabilité en pression pour que je te pardonne selon ton calendrier. Et si jamais je t'entends à nouveau me traiter de trop sensible, dramatique, difficile ou toute version de non désiré, c'en est fini pour de bon. Pas de discours. Pas de dernière conversation. Fini. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu ne l'entendras plus. Je l'ai cru, non pas parce qu'il avait regagné ma confiance,
mais parce que pour une fois, il avait l'air d'un homme parlant sans aucun pouvoir derrière lequel se cacher. Il a reculé de la porte. « Il y a encore une chose », a-t-il dit doucement. J'ai attendu. Si je ne pouvais pas aimer deux filles équitablement, alors je n'avais pas le droit de prétendre comprendre la paternité. Je n'aurais jamais dû te faire supporter le coup de mes limitations. C'était la chose la plus proche de la justice que j'avais entendue de lui de toute ma vie. Non pas parce que cela m'a réparé. Non pas parce que cela a guéri quoi que ce soit tout de suite. Mais parce que l'homme qui m'avait autrefois parlé comme si j'étais l'enfant en trop avait finalement été réduit à la vérité. Il n'était pas là en tant qu'autorité dans ma vie. Il était là en tant qu'homme forcé de regarder directement les décombres de son propre caractère. Il est parti sans demander un câlin, sans demander si je l'aimais toujours, sans demander si j'appellerais. Après son départ, j'ai fermé la porte à clé, je me suis assise sur le sol avec l'enveloppe sur mes genoux et je l'ai fixée pendant longtemps avant de l'ouvrir. La première ligne disait « Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu n'étais difficile à comprendre que pour un homme égoïste. » Et pour la première fois depuis mon anniversaire, j'ai pleuré assez fort pour que cela semble que quelque chose de profond en moi était enfin tiré à la surface. Pas le pardon. Pas encore. Mais quelque chose d'aussi important, l'ancienne version de lui était brisée. Et l'ancienne version de moi, celle qui se serait précipitée pour rendre cela plus facile pour tout le monde, était partie aussi. Je n'ai pas appelé mon père après cela. Je ne lui ai pas envoyé de SMS non plus. J'ai lu la lettre 2 fois, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai laissée dans un tiroir pendant une semaine comme quelque chose de fragile que je n'étais pas prête à toucher à main nue. Mais le dimanche suivant, j'ai envoyé un message à ma mère avec 3 lignes, « Dîner chez moi, 18 heures. Juste toi et papa. » Elle a répondu si vite que cela m'a presque fait poser le téléphone. Nous serons là. Merci. J'ai passé la moitié de l'après-midi à nettoyer un appartement déjà propre parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai fait des pâtes, des légumes rôtis et une salade qui semblait plus confiante que je ne l'étais. Quand ils sont arrivés, tous les deux se tenaient devant ma porte comme des invités qui n'étaient pas sûrs d'y appartenir. Mon père tenait une bouteille d'eau pétillante au lieu de vin. Ma mère a apporté du pain d'une boulangerie de l'autre côté de la ville. Personne n'a essayé de me serrer dans ses bras en premier. J'ai remarqué cela. J'ai apprécié. Le dîner était maladroit d'une manière honnête, pas avec la fausse gaieté avec laquelle j'avais grandi. Il y a eu des pauses. Il y a eu des faux départs. Ma mère a posé des questions sur le travail, et cette fois elle ne le faisait pas pour meubler. Elle voulait la vraie réponse. Alors je la lui ai donnée. Je leur ai parlé des clients, des échéances, des audits de conception, du genre de problèmes que j'aimais résoudre. Mon père écoutait avec la concentration d'un homme essayant d'apprendre une langue qu'il aurait dû étudier des années auparavant. Il posait parfois des questions et s'arrêtait lorsque son ton commençait à dériver vers l'autorité au lieu de la curiosité. C'était la plus petite des choses, mais j'y ai vu l'effort. Cela importait plus que des mots polis. Nous avons parlé pendant 2 heures, et pour une fois personne ne m'a interrompu pour déplacer la conversation vers un endroit plus sûr. Quand ils sont partis, ma mère m'a serré la main, et mon père m'a remercié comme si je lui avais rendu un service dont il comprenait le coût. C'est devenu le modèle par la suite. Pas le pardon, pas une réunion. Un modèle. De l'an-dîner du dimanche à mon appartement ou un café dans des endroits neutres où les vieilles habitudes étaient plus faciles à repérer avant qu'elles ne prennent le dessus. Ma mère a commencé une thérapie et, à son honneur, ne l'a pas transformée en spectacle sur la difficulté de la maternité pour elle. Elle a dit très clairement qu'elle apprenait la différence entre maintenir la paix et protéger les gens qu'elle aimait. Mon père est resté sobre. Je le savais parce qu'il ne le mentionnait jamais à moins que je ne demande, ce qui me disait qu'il faisait enfin quelque chose pour la bonne raison au lieu d'obtenir des applaudissements. Parfois, il disait encore la mauvaise chose. Parfois, je devenais encore froide au milieu d'une conversation parce qu'un ton ou une phrase me ramenait directement à cette table de dîner. Mais maintenant, quand cela arrivait, je ne l'avalais pas. Je disais, cela fait mal. Ou, ne me parle pas comme cela. Et pour la première fois de ma vie, ces mots n'ont pas déclenché une guerre. Ils en ont arrêté une avant qu'elle ne puisse commencer. Madison a mis plus de temps, peut-être parce que la honte s'installait différemment sur elle que sur mes parents. Ma mère m'a dit qu'elle avait accepté le transfert à Phoenix. Officiellement, c'était une décision stratégique après la clôture de l'examen, mais nous savions tout ce que c'était vraiment.
Elle avait perdu sa voie de promotion, perdu une partie de la confiance des dirigeants et perdu le confort de rester dans un endroit où elle savait déjà comment gagner. Pendant un certain temps, le seul contact que nous avions était des SMS occasionnels qui n'en disaient jamais assez. Puis un mardi soir, elle m'a envoyé un message vocal à la place. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit qu'elle avait passé des années à me transformer en un personnage de fond pratique parce que c'était plus facile que d'admettre que je menaçais la version d'elle-même qu'elle préférait. Elle a dit que chaque fois qu'elle acceptait mon aide, chaque fois qu'elle me laissait corriger une présentation ou affiner une idée, elle se disait que les sœurs partageaient des choses et que c'est pourquoi ce n'était pas du vol. Puis elle a admis la vérité réelle. Elle savait que c'était du vol. Elle avait juste compté sur moi pour être trop silencieuse pour le nommer. J'ai écouté ce message 3 fois avant de répondre. Je ne lui ai pas dit que c'était bon. Cela ne l'était pas. Mais je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, et pour là où nous en étions, c'était suffisant. Un mois plus tard, elle a appelé de son appartement à Phoenix tandis que des cartons déballés se trouvaient en arrière-plan et que la lumière de fin d'après-midi traversait sa cuisine. Nous avons parlé pendant 20 minutes de rien de dramatique, la météo, sa nouvelle équipe, un café qu'elle aimait. C'était la première conversation que nous avions jamais eue qui ne ressemblait pas à un concours déguisé en sororité. À peu près au même moment, ma propre vie a commencé à changer de façon qui n'avait rien à voir avec ma famille et tout à voir avec la femme que j'étais devenue après les avoir quittés. Une entreprise de technologie de la santé à Dallas m'a offert un rôle de designer produit principal après que North Rowan ait aidé à sauver l'un de leurs déploiements de plateforme. Le salaire était meilleur que tout ce que j'avais gagné auparavant. Le travail comptait. L'équipe me respectait de cette manière propre et professionnelle qui semblait encore parfois irréelle. J'ai accepté, mais j'ai maintenu North Rowan en vie en parallèle parce que je l'avais construit de mes propres mains et je n'étais pas prête à me rendre entièrement à un quelconque système à nouveau. Le premier dimanche après avoir signé l'offre, mes parents sont venus dîner et ma mère a apporté des fleurs. Mon père a demandé ce que signifiait le rôle et quand j'ai expliqué l'étendue, l'équipe, la rémunération, il m'a regardé avec quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas avoir besoin de lui. Pas de surprise, pas de soulagement, mais de la fierté, simple et sans réserve. Tu as construit tout cela sans nous, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé et j'ai répondu de la seule manière possible. Oui, je l'ai fait. Il a hoché la tête une fois et a dit, je sais. Ce n'était pas un moment parfait. La perfection n'arriverait jamais, mais c'était réel, et le réel avait commencé à importer davantage. Au début de l'automne, ma famille était devenue quelque chose près de quoi je pouvais rester sans disparaître à l'intérieur. Non pas parce qu'ils avaient regagné un accès complet à ma vie, mais parce que j'avais cessé de confondre l'amour avec la soumission. Ils venaient quand ils étaient invités. Ils écoutaient plus qu'ils ne parlaient. Ils ne traitaient plus mon succès comme une surprise amusante ou mes limites comme une phase. C'est moi qui choisissais la distance. C'est moi qui choisissais les conditions. Et c'est pourquoi, lorsqu'un courriel est arrivé dans ma boîte de réception 2 semaines plus tard d'une grande entreprise à Seattle me demandant si j'envisagerais un rôle de cadre avec participation au capital, je n'ai pas paniqué comme j'aurais pu le faire autrefois. J'ai juste fixé l'écran et j'ai senti l'avenir s'ouvrir à nouveau. Le vrai test, ai-je réalisé, n'était pas de savoir si ma famille pouvait s'excuser. C'était de savoir s'ils pouvaient m'aimer sans essayer de me garder là où ils étaient finalement à l'aise. J'ai réfléchi à l'offre de Seattle pendant 3 jours avant d'en parler à qui que ce soit. Chef de conception de produits seniors, participation au capital, aide à la relocalisation, le genre d'opportunité qui pourrait tout changer. 1 an plus tôt, une nouvelle comme celle-là m'aurait plongé dans une spirale de culpabilité. J'aurais pesé mon avenir contre le confort de tous les autres et j'aurais appelé cela de l'amour, mais à ce moment-là, je savais mieux. Le dimanche soir, avec mes parents à ma table et Madison en vidéo depuis Phoenix, je leur ai dit la vérité. J'ai dit qu'une entreprise à Seattle me voulait, que le rôle était plus important que tout ce que j'avais prévu si tôt, et que si je l'acceptais, je quitterais le Texas pour de bon. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Les yeux de ma mère se sont remplis les premiers. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. Madison est restée immobile sur l'écran. Et dans ce silence, j'ai réalisé que c'était le vrai test. Non pas de savoir s'ils pouvaient s'excuser, mais s'ils pouvaient m'aimer sans essayer de me garder près d'eux. Mon père a levé les yeux le premier et a demandé, « Es-tu excité ?» C'était tout. Pas, « Es-tu sûr ?» Pas, « Dois-tu partir ?» Juste, « Es-tu excité ?»
J'ai ri parce que j'ai failli pleurer. Oui, ai-je dit. Je le suis. Alors prends-le, a-t-il dit. Si tu restes ici à cause de nous, alors je n'ai rien appris. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Tu nous manqueras, a-t-elle dit doucement. Mais te manquer n'est pas la même chose que te posséder. Madison a souri un peu depuis l'écran. Tu t'es déjà sauvé une fois, a-t-elle dit. Ne commence pas à rétrécir à nouveau juste parce que nous avons enfin appris à bien te traiter. J'ai signé l'offre le lendemain matin. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de rubans adhésifs d'emballage, de paperasse et de cet étrange et bel épuisement qui vient du fait de s'engager pleinement dans sa propre vie. Ma mère m'a aidé à emballer la vaisselle sans transformer chaque carton en voyage de culpabilité. Mon père a pris l'avion avec moi et m'a aidé à installer des étagères dans mon nouvel appartement. Madison est venue pour le week-end et m'a aidé à choisir un canapé, et pour une fois, être sœur ne ressemblait pas à une compétition. Avant de partir pour l'aéroport, mon père m'a serré dans ses bras à la porte et a dit, cette fois, je ne transformerai pas l'amour en cage. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le sol avec l'enveloppe sur mes genoux et j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont souffert. Je n'ai pas guéri parce qu'ils se sentaient coupables. J'ai gagné parce que le jour où je suis parti, j'ai finalement traité ma vie comme si elle m'appartenait. Parfois, partir n'est pas une vengeance. Parfois, c'est la première frontière honnête que l'on établit. Parfois, la distance est la seule chose qui force les gens à faire face à ce qu'ils ont été. Et parfois, se choisir est la seule façon de découvrir qui vous aime vraiment d'une manière saine. Ma famille a changé parce que j'ai cessé de m'offrir à être ignoré. C'est la leçon que je porte avec moi. Tu n'as pas à supplier pour être valorisé. Tu n'as pas à rester là où l'amour vient avec des conditions. Choisis-toi quand cela compte. Les gens qui t'aiment vraiment se lèveront pour faire face à cette vérité. Et s'ils ne le font pas, tu cesses quand même de perdre. C'est là que commence une vraie vie. Notre équipe de Revenge Nickel s'engage à créer des histoires fictives captivantes et significatives qui trouvent un écho auprès des spectateurs. Chaque histoire sur cette chaîne est purement fictive et conçue pour partager des leçons réfléchies, une perspicacité émotionnelle et une valeur éducative à travers la narration.